Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Macron et Brigitte. Oui, rien ne va plus à l'Elysée, c'est la crise et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, merci à ceux aussi qui m'ont rejoint sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Macron est taclé par tous. C'est maintenant, tout le monde se libère, il dit beaucoup de choses. Il y a une grande enquête qui vient de sortir dans le Figaro ce 2 mai, le titre « Double discours et manipulation ». Les anciens ministres d'Emmanuel Macron se confient sur leur passage au gouvernement. Alors déjà, l'introduction, le chapeau de cet article, cette enquête dit tout. Emmanuel Macron, ce sont ses anciens ministres qui en parlent le mieux. On connaissait la complexité du personnage, mais dans leur dernier livre, Bruno Le Maire et Gabriel Attal brossent un portrait plus sombre du président de la République. Ses défenseurs y verront la posture d'hommes aux ambitions présidentielles qui cherchent à s'éloigner de celui qui les a nommés ministres de l'économie et Premier ministre, peut-être, mais leur témoignage rejoint ceux de Jean-Michel Blanquer, d'Elisabeth Borne, qui montraient déjà un Macron qui ne déteste pas les coups tordus, qui aime écouter les conseillers du soir plutôt que les ministres du jour et se crée à lui-même des problèmes qui seraient évitables. Alors, sa manière de faire très puérile, très adolescente est racontée maintenant publiquement. On avait donc raison de parler de ce trait pathologique de caractère. Écoutez bien, je lis l'enquête. À l'inverse de Blanquer, qui lui a tenu tête quand le président voulait qu'il soit à tête de liste de la majorité en Ile-de-France au régional de 2021, la colère gigantesque de Macron précipite la descente aux enfers. Les off malveillants fleurissent dans la presse. Le ministre commence à perdre des arbitrages. Débarqué du gouvernement en 2022, Blanquer, qui était ministre de l'Éducation nationale, amer, victime d'une forme de disgrâce, ne peut que constater. Lorsque vous vous battez comme un gladiateur et qu'en vous retournant, vous voyez l'empereur le pouce baissé, vous pouvez ressentir une forme de trahison. Trahison n'est pas le mot employé par Borne, qui a été Premier ministre, pour décrire les entourloups du président de la République à son égard. Premier ministre du second quinquennat, elle sait qu'elle n'est pas le premier choix d'Emmanuel Macron pour Matignon. Elle ne doit sa place alors qu'à l'affront des proches de gauche du président qui voulait nommer Vautrin, Catherine Vautrin. Pour autant, on pourrait penser qu'une fois la nomination effectuée, le président de la République facilite la tâche de son chef de gouvernement, ne serait-ce que s'il pensait à l'intérêt de la France. Bon. Il semble que ce ne fut pas le cas. Dès sa nomination, elle propose au chef de l'État de nommer Darmanin aux armées, alors que ce dernier lorgnait la rue de Varennes et qu'il veut rester à l'intérieur. L'hypothèse évoquée dans ce bureau où nous n'étions que deux parviendra très vite aux oreilles de Gérald Darmanin qui y verra une mauvaise manière de ma part. Elle-même n'ayant rien dit, on comprend que c'est Macron qui n'a pas pu s'empêcher de le répéter. C'est un gamin. Enfin, c'est des méthodes perverses, adolescentes. C'est-à-dire qu'il répète, il pique des colères terribles, il fait des entourloupes, il savonne la planche. C'est vraiment sur un personnage épouvantable, qui n'a absolument pas les qualités nécessaires pour être président de la République et chef de l'État. Un costume, il flotte dedans, enfin, il est 15 fois trop large pour lui. Alors, il y a une interview terrible sur le moment de crépuscule que vit l'Élysée en ce moment, cette déchéance. Elle est parue dans Le Monde ce 29 avril. Le titre et le chapeau, déjà, sont révélateurs. Donc, c'est des interviews de Olivier Beau et Denis Barranger. Emmanuel Macron s'est condamné à une fin de règne, non seulement dans l'impuissance, mais totalement dans le faux semblant. Ce sont des constitutionnalistes, qui analysent le délitement, je cite, de l'exécutif entre un Premier ministre survivant et un président de la République isolé dans le déni de sa propre fin de règne. Alors, tout ça est issu de leur livre qui s'appelle « La dissolution de la Ve République ». Ils parlent d'abord d'un gouvernement lecornu complètement impuissant, je cite. « La situation est inédite parce que l'on n'est ni dans le cas du présidentialisme majoritaire, ni dans celui d'une cohabitation. C'est un système extrêmement hybride, marqué par la faiblesse, la désunion du gouvernement. Si la perspective de la présidentielle assure sa survie, on voit mal ce qu'il pourrait accomplir dans l'année qui vient. » Bon, alors, quand on lit ça, ce qui est vrai, pourquoi n'y a-t-il pas de motion de censure pour renverser ce gouvernement ? Ils sont largement majoritaires à l'Assemblée nationale pour la voter, cette motion de censure, c'est incroyable. Alors, la fin de règne, ils disent que la fin de règne de Macron est pathétique, je cite. Macron est aujourd'hui le président des promesses. Plus il les multiplie, moins sa parole est crédible. C'est une difficulté qui n'est pas seulement liée à la dissolution, mais inhérente aux fins de mandat. Comme on dit en psychanalyse, le président n'a pas cédé sur son désir. Il a fait un pari après la dissolution, celui de maximiser son pouvoir personnel, en refusant l'idée d'une cohabitation. À certains égards, le pari est réussi, mais il est resté en selle, et il a le Premier ministre qu'il voulait, M. Lecornu. En réalité, en voulant rester un hyper-président malgré l'échec cuisant de la dissolution, il s'est condamné à une fin de règne, non seulement dans l'impuissance, mais totalement dans le faux semblant.
À la fin de l'interview, il parle même de crise de l'État. Je cite, « J'ajoute, pour noircir le tableau, qu'on assiste également à une crise de l'État. Pendant très longtemps en France, quand il y avait une instabilité gouvernementale, il y avait une continuité de l'État grâce à ses grands commis. Or, la crise budgétaire prouve qu'on ne peut même plus raisonner ainsi, puisque c'est une faillite totale, non seulement des membres du gouvernement, mais de la direction du Trésor qui a minoré le déficit. Ce qui faisait l'armature de l'État français est en train de s'effriter gravement. D'autant plus qu'aucun parti ne défend explicitement l'État. Il n'est plus à l'ordre du jour des grandes familles idéologiques françaises. Nous n'avons eu un État fort, nous l'avons eu, il nous a fantastiquement protégés. S'il se délite, nous en paierons tous le prix. » En fait, tout ça nous oblige, mais c'est derrière ce qu'ils ne disent pas. C'est plus qu'une crise de l'État, c'est une crise de la souveraineté. C'est même une crise de la légitimité du pouvoir. C'est même une crise, si on va plus loin, du mépris et de la négation du peuple par l'oligarchie dirigeante. C'est tout ça que ça veut dire. C'est ça qu'on vit. On commence enfin à mettre les mots. Les dénonciations sont faites. Et même c'est tout ce couple, Macron-Brigitte, qui est démasqué. Couple pathologique, les Thénardier de l'Élysée. On le voit. On va revenir un instant sur une interview détonnante, démente. On en avait parlé un peu dans notre dernier direct vendredi soir sur cette chaîne, mais on n'avait pas tout vu. L'interview de Jean-Alexandre Trogneux, neveu de Brigitte et Emmanuel. Vous savez que tous les vendredis à 19h, le vendredi prochain aussi, 8 mai, on est en direct sur la chaîne. On discute ensemble, on regarde l'actualité, je réponds à vos questions. Soyez là prochain vendredi, mais vendredi dernier, on avait parlé de ça, mais notamment. Mais en fait, ça va plus loin. Alors, le Parisien avait repris ça ce 1er mai, a repris cet entretien, je cite, « Cela a entaché notre nom, les confidences de Jean-Alexandre Trogneux, neveu du couple Macron. » C'est une première, c'est inédit. Alors, il attend patiemment, dit-il, 2027 et ce qu'il appelle la fin des emmerdements. Mais il a eu un mot étrange qu'on n'avait pas vu vendredi, je n'avais pas lu toute l'interview, à la fin, qui n'est pas anodin, je vous cite. C'est dans le Parisien. Jean-Alexandre Trogneux décrit également une relation toute particulière avec sa tante, donc Brigitte Macron, qui l'emmenait, je cite, en boîte de nuit alors qu'il n'avait que 15 ans. Et elle dansait le rock en mini-jupe. Malgré les efforts de la première dame, qui n'existe pas, il dit attendre la fin du second mandat d'Emmanuel Macron avec impatience, synonyme pour lui de la fin des emmerdements. Cela a entaché notre nom, regrette-t-il. Pourquoi est-il aussi amer? Qu'il y a une difficulté inhérente au passage de l'anonymat à la célébrité, à la lumière. Je veux bien l'entendre. Il y a aussi beaucoup d'avantages qu'il tait. Donc il y a une espèce de misérabilisme, de posture de Cosette qui est assez insupportable pour les Français qui, eux, souffrent vraiment. Mais, même si je veux bien comprendre qu'il y a aussi des inconvénients, je veux bien l'entendre, mais attendez, par contre, pourquoi il est aussi amer? Il a l'air en colère contre Macron et Brigitte. Pourquoi il nous dit « elle m'emmenait en boîte quand j'avais 15 ans » C'est assez bizarre d'ailleurs. Il n'avait que 15 ans. Je ne pense même pas normalement qu'il ait le droit légalement d'y aller. Et par ailleurs, elle était professeure, normalement, censée être professeure à l'Éducation nationale. Tout à fait encore plus étonnant, on va se dire. Rien de surprenant avec des gens qui, apparemment, bien sûr, ont des problèmes avec ce qu'on appelle l'enfance, les enfants. En tout cas, ont des pratiques douteuses, assez rares au final dans la population. Moi, je vais vous dire, cet article sur cette fin de règne, c'est pas seulement la fin de règne de Macron, c'est la République qui s'effondre sous nos yeux. Et je suis content, vraiment, mais je vous le dis, je suis ravi. Même si cela nous apporte énormément de souffrance, parce que cette fin de règne, eh bien, elle est liée automatiquement à la France et à la vie des Français. Même si cela doit engendrer de la souffrance, et elle engendre déjà de la souffrance, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Le salut ne passera que par là. Parce que si à chaque fois, on maintient un niveau précaire de cette République et du niveau de vie de la France, rien ne bougera. On le sait, les gens sont prêts à tous les sacrifices et sont prêts au conformisme. Pour que les gens se réveillent un peu, il faut des crises sévères. Regardez le Covid, mine de rien. Le Covid, ok, le gros des troupes, ils ont suivi, c'est vrai. Mais combien de gens, et même parmi ceux qui allaient regarder cette vidéo, des gens que vous connaissez au trou,
combien de personnes le Covid a réveillé. Les crises réveillent les gens. Les crises s'accélèrent parce que malgré l'omnipotence de ce système mondialisé, malgré l'omnipotence de l'Union européenne, du pouvoir français, ça craque de partout, quoi. Et moi, je suis ravi quand je lis ça. Il y a une vraie panique. Effectivement, pour que les trogneux prennent la parole, enfin, c'est du jamais vu, quoi. Qu'une belle famille prenne la parole, enfin, c'est... Et en plus, c'est même pas... certes, ils font attention à ce qu'ils disent, mais en même temps, ils mettent des tacles. Ils en ont eux-mêmes, en ont plein de cul. C'est quand même extraordinaire. Donc oui, ça s'effondre. Et la République, je me répète, elle s'effondrera. Tout simplement parce que la République s'effondre à chaque fois. Les gens en ont pas conscience parce que les gens connaissent pas l'histoire de la République, donc déjà qu'ils connaissent pas forcément l'histoire de leur pays, alors de la République encore moins, et puis la République ne se vante jamais de s'être écroulée à chaque fois. Les républiques ne se vantent jamais de ne pas fonctionner en France. En disant ça, c'est pas un discours anti-républicain, pas du tout. C'est factuel. Factuellement, de la première à la cinquième, ça s'est mal passé. Toujours. Hormis la parenthèse gaulliste. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Ce n'est qu'une parenthèse. Avec un homme hors du temps, hors de son temps, qui n'était même plus adapté à son époque. Et autour de lui, il y avait un état-major avec que des mecs solides. Les mecs solides, par la suite, n'ont rien fait. Et De Gaulle est parti. Et une fois que la parenthèse s'est renfermée, la France est partie avec lui. De Gaulle, quelque part, était le dernier Français. Donc c'était logique qu'une fois qu'il soit parti, la France n'existe plus. Et c'est exactement ce que l'on voit et puis ce que l'on vit. La France telle qu'on l'aime, telle qu'on l'imagine, existe-t-elle encore? Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas capable de la faire repartir. Mais pour la faire repartir, il faut faire table rase de tout ce qui a été fait avant. Et re-raconter la véritable histoire aux Français. Comment la République s'est créée, par qui, quel était le projet véritablement de la République, ce qu'a apporté la République. Quand je dis ce qu'elle a apporté, c'est ce qu'elle a apporté de mal. Reparler aussi de l'Ancien Régime aux Français. Il va vraiment falloir faire table rase de cela, mais pour ça, il faut que ça s'effondre. J'avais fait une vidéo sur les prédictions d'un moine sur l'Apocalypse de Saint Jean, et je disais, quelque part, je crois qu'il va nous falloir ça, en fait. Alors, sans partir dans l'extrême, bien sûr, et dans une vision apocalyptique, mais il va nous falloir passer par une crise tellement forte que cela réveille le plus grand nombre. Ensuite, il viendra un autre problème, et pas des moindres, faire le bon choix. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.